Regardez comme il est beau mon t-shirt. C'est Spider-Man. Salut la team, wesh. Ça va ou quoi? Bienvenue dans ce film-mois de septembre. L'été est terminado, on passe à la rentrée. Est-ce qu'il y a des films à la rentrée? Oui, il y en a plein. Que hâte de vous en parler, ça va être super. J'ai vu 10 films au mois de septembre. En même temps, ce mois-ci, c'était la reprise des BFF. Donc ça fait des films que je vois toutes les semaines, en plus d'habitude des autres films que je vais voir. Donc ça charbonne, ouais. Le premier film que j'ai vu au mois de septembre, c'était Exit 8. J'avais pas du tout prévu de voir ce film parce que je n'avais pas plus entendu parler que ça et j'étais un peu en mode whatever. Et en fait, il y avait mes copines Swan et Dorim qui étaient là, mais si on va le voir, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qu'on aime bien, viens on va le voir. Et du coup j'étais en mode, je viens alors. Et en fait c'était super top. C'est donc l'adaptation d'un jeu vidéo où tu dois sortir d'une station de métro japonaise. Si tu vois une anomalie, un truc qui ressemble pas à la fois d'avant, tu retournes en arrière. Si tu vois rien, tu continues d'avancer. C'est un peu les 7 différences entre chaque fois que tu passes dans le même couloir de métro. Moi j'ai beaucoup aimé parce que la première scène, c'est un putain de plan séquence de 10 minutes, first person point of view, exactement comme dans un jeu vidéo quoi. C'est toi qui avances, c'est toi qui bouges, tu vois tout et le plan séquence est long et il regarde dans des miroirs et tout, enfin c'est hyper bien fait. Et la seule fois où il y a un premier cut, c'est pour refaire un plan séquence de 10 minutes. Il y avait souvent des plans séquences longs comme ça où juste avance avec le mec et c'est redondant et tout. Je me demande comment ils ont filmé ça en termes d'effets pratiques. Est-ce qu'ils avaient construit un set fermé que tu peux faire des tours? Je sais pas trop comment ils avaient fait, mais c'est hyper impressionnant. Un autre truc de mise en scène qui était hyper bien fait et qui joue avec le fait que ce soit en plan séquence, c'est il y a 3 ou 4 chapitres dans le film qui sont à chaque fois concentrés sur un personnage différent. Donc au début le premier chapitre c'est le personnage principal et après quand il croise un mec, boum, la caméra elle suivait le premier perso et d'un coup elle se met à suivre l'autre perso qui croise et du coup les transitions entre les personnages est hyper bien faite. Tu peux te dire au début ça va être hyper redondant parce que on voit toujours le même couloir de métro et tout, et en fait il te reprend tout le temps, parce qu'il y a toujours une nouvelle anomalie, toujours un nouveau truc à aller piquer, donc en fait ça marche super bien. Le seul truc où je suis un peu en mode bémol sur le film, c'est que, en gros, le personnage principal, il apprend en sortant du métro que sa meuf est enceinte, et elle sait pas si elle veut le garder ou pas. Et du coup elle lui dit, décide pour moi. Du coup, il doit décider s'il veut garder son enfant ou pas. Et j'arrive pas trop à savoir si c'est pour l'avortement ou anti-avortement, parce que dans le film il y a quand même un moment donné où il croise un enfant du coup dans les couloirs du métro qui est perdu comme lui, et c'est un peu sous-entendu, pas trop sous-entendu quand même, que ce gamin là qui croise c'est son futur enfant à lui. Le gamin lui sauve un peu la vie en quelque sorte, ça veut dire si tu tues ton enfant tu te tues toi-même, enfin c'est un peu ça que j'ai ressenti, du coup j'étais un peu en mode moyen fun. J'ai pas réussi à trouver d'infos sur de quel côté le réalisateur se positionnait sur cette question là. Voilà, il y a juste ça où j'étais un peu en mode c'est bizarre, est-ce qu'il est pour l'avortement, est-ce qu'il est contre, je sais pas trop. Et aussi un dernier truc, vu que je l'ai vu avec Dorine et Swan qui avaient joué au jeu, elle m'a raconté des trucs sur le jeu, en mode à un moment donné dans le jeu il y a des monstres qui sortent des différentes pièces, tu peux aller dans différentes pièces et tout, et ça devient un peu plus monstrifié. Et là j'étais contente en fait, qu'il passe pas du tout par le côté monstre pour garder vraiment cet effet de peur et d'attente sur tu sais pas ce qui va arriver, tu sais pas ce qui peut sortir, tu veux juste t'en sortir parce que sinon t'es coincé là à vie et c'est juste horrible. Donc je suis contente qu'il soit pas tombé dans cette monstrification et film de peur facile en quelque sorte, et que ça reste dans le suspense. Mais voilà, donc ça c'était Exit 8, que j'ai quand même trouvé très sympatoche. Et Exit 8, j'ai mis 4 étoiles, parce que vraiment en sortant j'étais bluffée, notamment par les 2 premiers plans séquences en fait, tout simplement. Après j'ai vu avec ma mère Good Will Hunting, que j'avais jamais vu et que plein de gens considèrent comme leur film préféré ou un film super et nanana. Donc moi les seuls trucs que j'avais de Good Will Hunting, c'est le fait que ça a été scénarisé par Ben Affleck et Matt Damon et qu'ils sont amoureux. Si. En fait, je comprends pourquoi les gens le considèrent comme leur film préféré ou un film super et tout, c'est très beau, ça fait réfléchir. C'est plein d'espoir en quelque sorte. Je trouve ça assez banal finalement. Donc c'est un bon film très sympa à voir, j'ai beaucoup aimé, j'ai été émue nanana. Mais bon. Ça va pas être mon film préféré quoi, mais il est bien. Ma scène préférée, c'est la scène de bagarre qu'il y a au début du film, quand Matt Damon juste il commence à péter un câble et il va frapper les gens sur le terrain. Hilarant. Bah, cette scène-là, elle est super parce que elle est filmée au ralenti et du coup tu vois tous les mouvements au ralenti, mais tu ressens quand même l'impact des coups quand chacun se les prend. C'est vraiment pas mal. Les gens quand ils se battent dans la vraie vie, ils disent ouais tu ressens un peu le truc au ralenti à cause de l'adrénaline et tout. Je me suis jamais battue, je peux pas comparer avec la vraie vie, mais les gens disent que c'est un peu ça, du coup je trouve que c'est une belle représentation de la bagarre, peut-être. Aussi, oui, je comprends que Timothée Chalamet ait été pris pour jouer la version jeune de Casey Affleck dans Interstellar, parce qu'ils ont vraiment la même gueule. Là, Casey Affleck dans ce film, il a, je sais pas quel âge, 21 ans peut-être, il a la même tête que Timothée Chalamet, je trouve ça assez dingue, c'est la même dégaine, c'est les mêmes gars, donc je comprends totalement qu'ils aient été pris l'un pour l'autre quoi, dans Interstellar. Super film Interstellar.
On n'est pas là pour ça. Je pensais que j'avais mis que 3 étoiles, j'ai mis 3 étoiles et demie. Peut-être que je le bougerai à 3 étoiles, je sais pas. Le prochain film, mesdames et messieurs. On arrive pour moi au pire film de l'année. Le pire. Le film, c'est Connemara. Je suis pas allée le voir de mon plein gré parce que j'avais vu les affiches à Utopia et je suis en mode ça va pas être intéressant, je vais pas aller le voir. Et en fait, au Vox à Avignon, ils font des avant-premières tous les premiers mardis du mois, des avant-premières surprises avec un film coup de cœur de tous les cinémas classés art et essai. Et du coup, ils disent pas au public ce que ça va être et juste ils découvrent un film en avant-première. Et c'est un super concept. Du coup, on y allait avec mon frère. Nul. Mais pas nul en mode c'était nul, c'est que c'était nul. Genre, j'étais tellement énervée à la sortie de ce film. C'est le premier film au cinéma où je me suis allongée sur les sièges. Parce que je me faisais trop chier, j'ai tapé une petite sieste. Genre, j'étais comme ça allongée, je regardais au plafond et je me disais putain, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, le film était nul. Déjà, en termes d'histoire, c'est Partir un jour, mais en moins bien. Parce qu'il n'y a pas la musique, il n'y a pas Juliette Armanet. Et c'est vraiment la même histoire, mais qui se prend au sérieux en fait, et ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que déjà, Bastien Bouillon a le même rôle. En fait, à mon avis, il a tourné les deux à la suite, et il était en mode j'ai la flemme de travailler deux persos différents, donc venez, donnez-moi les chèques, je vous donne la même perf. Surtout que le film, il a été présenté au Festival de Cannes, et le film d'ouverture du Festival de Cannes, c'est quoi? C'est Partir un jour. Du coup, tous les gens, ils ont dû se dire putain, Partir un jour, c'est super. Après, ils ont dû retourner voir Connemara et se dire mais c'est le même film, y a rien qui va. En plus, c'est tellement cliché, c'est vraiment les parodies des films d'auteurs qu'on voyait sur YouTube en 2012, genre c'est vraiment ce film-là, parce qu'il y a une scène où elle est comme ça à la fenêtre avec sa clope au bec. Tu sais, personne n'est droit dans ses bottes. Si on l'est qu'à moitié, c'est déjà bien. Ferme ta gueule. C'est un enfer du début à la fin. En plus, à la fin, évidemment, vu le titre du film, il y a les lacs du Connemara qui se lancent. Horrible. Si, j'ai bien aimé les scènes de flashback quand ils étaient enfants, je trouvais ça assez mimi. C'était poétique, je sais pas. C'est la seule chose que j'ai bien aimé dans le film, et il y a genre 2 scènes de flashback, donc comment dire que je me suis fait chier pendant 1h40. J'ai mis 1 étoile. Et encore un demi. J'hésite, tiens. Peut-être qu'on passera à un demi, parce que ça mérite pas mieux. Tout simplement. Ensuite, j'ai vu Insomnia de Christopher Nolan. On parlait d'Interstellar tout à l'heure. Insomnia maintenant. J'ai vu beaucoup de films de Nolan maintenant. Hein. Il doit plus me manquer beaucoup. C'est un bon film d'enquête. Comparé à Memento, Inception, Le Prestige, Interstellar. Où ça te dit putain, le scénar de dingue. Là, c'est juste ok, c'est pas très Nolan quoi. Donc à part peut-être la relation entre le flic et le criminel où ils sont obligés de s'aider l'un l'autre parce que personne n'est tout blanc tout noir, mais encore ça c'est pas tant Nolan en soi, c'est juste une bonne idée. En termes de mise en scène, il y a la scène du commissariat où ça fait 3 jours à peu près qu'il a pas dormi déjà, et donc il y a les bruits ambiants, ça se voit que ça le dérange. Le ventilateur qui fait clic, clic, puis il y a les tasses de café qui clignent, il y a le brrr, enfin il y a tous les bruits d'un bureau ambiant de base. Et il y a une scène du coup où ça montre sur le ventilateur, où le ventilateur il tourne comme ça et il fait clic d'un coup. Et au moment où il fait clic, le focus passe de l'arrière-plan au ventilateur d'un seul coup. Et du coup, ça montre qu'il est vraiment désemparé par tous ces bruits parce qu'il a pas dormi. Il est en insomnie ou quoi? Ça montre bien que le cerveau est galère. Comme quand il conduit vers le chalet vers la fin du film et qu'il conduit et il a pas dormi depuis genre 6 jours le bouc, enfin vraiment une galère. Et c'est flou, il voit mal, il suit les essuie-glaces alors qu'il faut regarder plus loin. Ça montre quand t'es hyper fatigué et que tu conduis. Ne faites pas ça. Ne conduisez pas en étant hyper fatigué, c'est très dangereux. Il y a une très bonne représentation de la fatigue et de l'épuisement. En mode dormir, c'est important quand même. Du coup, pour ça, je trouve que Al Pacino est bien casté parce que le boug a tout le temps une tête de fatigué quand même. No offense Al Pacino, hein. Loin de moi cette idée. Mais il a été marqué par la vie quoi. Et du coup, c'était assez marrant aussi de voir Robbie Williams. C'est Robbie ou Robin? Putain. Je sais jamais. Robin. Putain, qui est de s'appeler pareil, enfin bref, c'est un enfer. C'était marrant de voir Robin Williams dans ce rôle-là, sachant que 6 jours avant, je l'avais vu dans Good Will Hunting où il est hyper mimi, sympa, il va aider les gens, et là c'est juste un tueur de jeunes femmes. Spoiler, c'est juste son rôle. Donc la différence est pas mal, ça me fait un peu penser à Stanley Tucci dans Lovely Bones, où j'adore Stanley Tucci, genre il est hyper marrant dans plein d'autres rôles et j'adore cet acteur, mais dans Lovely Bones il est hyper terrifiant. Voilà, donc Insomnia, c'était moyen, enfin j'ai bien aimé, mais par rapport à d'autres films de Nolan, c'était moins Nolan.
moins nolanesque. Donc j'ai mis 3 étoiles. Oui, par la même occasion, mon frère m'a dit, bah viens, on regarde Tarantella, qui est un court métrage de Nolan qu'il a fait pour l'école. Et bon, c'est exactement ce que tu penserais qu'un étudiant en cinéma fait. No offense aux étudiants en cinéma, hein, je vous adore. Et Tarantella, j'avais mis 2 étoiles. Parce que... Enfin bref, c'est pas très intéressant de manière. Ensuite, oh my god, alors là je suis hyper contente parce qu'on arrive à la rentrée des BFF pour moi. J'ai raté la première séance, j'étais pas là, mais j'étais pour la deuxième. On est allé voir Sirat, qui est un film choc. Bah moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très beau quoi, et il y avait de la bonne techno qui accompagnait bien le film. Mais en parlant techno, je trouve que ce film en fait il ressemble un peu à la musique techno en général parce que c'est assez répétitif. On voit toujours les mêmes plans, ils sont dans le désert, c'est hyper redondant quoi le désert. Petit à petit, il y a le stress qui monte jusqu'à ce que ça explose. Quite literally. Il y avait Joseph avec qui j'ai vu le film qui m'a dit, enfin que ses parents lui ont dit que le réal il savait pas trop où amener son film. Il n'y avait pas de but précis. J'étais en mode je suis pas hyper d'accord. Parce que au départ il y a 2 buts précis dans le film, c'est 1 retrouver sa fille pour le personnage principal et 2 aller dans cette autre rave party dans le désert pour potentiellement y retrouver sa fille. Donc ils ont un endroit où aller et un truc à faire. Donc on a un but au départ. Mais en fait je pense que les missions changent au cours du film. Quand ils commencent à comprendre que eux qui sont dans le désert dans leur monde, autour il y a la 3ème guerre mondiale qui est en train de se lancer, ils commencent à se dire ok bah maintenant on a un autre but, c'est survivre. Et ça ils le montrent notamment dans la scène où ils vont dans cette sorte de ferme où ils croisent un berger avec plein de petits moutons, où ils sont en mode faut que tu nous aides, on n'a plus rien, et ils parlent presque plus de la fête en fait, parce que c'est même presque plus ça le but premier. Spoiler. J'étais sûre que le chien il allait mourir, j'étais sûre qu'ils allaient perdre la voiture. Je ne pensais pas qu'ils allaient perdre la voiture, le chien et le fils en même temps. Au moment où du coup le fils meurt avec la voiture, tu te dis putain, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que c'était un film comme ça. Et en fait si, donc bien joué. Mais moi surtout ce qui m'a eu dans quand le fils meurt avec la voiture et tout, en gros il tombe de la falaise du coup. Spoiler, je l'ai dit, hein. Le temps d'attente entre le moment où la voiture tombe de la falaise et où on entend le premier impact, le temps est hyper long. C'est limite terrifiant à quel point ils sont hauts parce que tu l'attends quoi. T'es comme les persos, t'es en mode où est la voiture ? Elle est en train de tomber. Depuis 10 secondes. Terrifiant. Aussi, pendant qu'ils sont en train d'apprendre que c'est la fin du monde et tout, il y a le personnage de Biggie, je crois qu'il s'appelle, je sais pas le français là, qui dit « Ah, est-ce que c'est comme ça qu'on doit ressentir quand on apprend que c'est la fin du monde ?» Et il y a Josh, donc un autre perso, qui dit « Je sais pas si on doit ressentir quelque chose, mais ça fait bien longtemps que c'est la fin du monde. » J'étais en mode purée, c'est beau, c'est vrai, ça fait bien longtemps que c'est la fin du monde. Voilà, c'est une citation que je vous offre. Après, il y a un autre gros effet choc dans le film, vous vous y attendez sûrement si vous l'avez vu. Spoiler ! L'explosion de Jade. Et à partir du moment où Jade explose en disant « fais péter », ce qui est hilarant, et ben tu te dis putain, en fait c'est horrible parce que plus personne n'est safe. C'est pas il y a eu une mort tragique qui va tout changer, c'est en fait tout le monde va mourir. C'était sûr que Tonin après il allait mourir parce qu'il était amoureux de Jade, du coup il s'est jeté sur elle, enfin bref, mauvaise idée, ne vous jetez pas sur des bombes. Mais c'est surtout, tu te dis, ils sont enfermés en plein air dans un champ de mines. Ils vont juste exploser, c'est sûr. C'est juste la mort, genre. Et tu peux pas bouger. Enfin, c'est une angoisse totale. Et je trouve que le film fait un bon boulot à te faire ressentir l'angoisse totale. Voilà, donc je comprends le titre parce que Sirat, il me semble qu'en arabe, ça veut dire chemin vers le paradis ou quelque chose comme ça. J'ai plus l'info, je le mettrai. Je trouve que c'est bien. Donc voilà, Sirat, j'ai mis 4 étoiles. Parce que c'est vrai que je me suis régalée. Le prochain film que j'ai vu, c'est Manchester by the Sea. Je l'avais jamais vu parce que j'aime pas les films où ça chiale, mais il était sur Netflix que pour 3 derniers jours, quelque chose comme ça, donc j'étais en mode bon, je vais le voir. Donc je l'ai vu. Ça me casse les couilles en fait, les films où ça chiale. C'est fait pour te faire chialer tout le long. Tout le monde chiale, tout le monde a des vies de merde, et c'est fait pour te faire chialer. Ça me casse les couilles, parce qu'évidemment que ça fonctionne, évidemment que je chiale, vous me prenez pour qui ? Mais ça me casse les couilles, c'est horrible juste. Et du coup il y a Casey Affleck, et du coup c'est marrant parce que là il est hyper déprimé et déprimant, alors que dans Good Will Hunting que j'ai vu il y a 2 semaines, et ben il était hyper funky, hyper foufou. Du coup encore une fois j'étais en mode moi je te préférais dans Good Will Hunting, c'était plus marrant. Michelle Williams adore les films où elle perd ses enfants. Bon, cette fois-ci, c'est pas elle qui les a tués, mais bon. J'aimais bien la relation entre le personnage principal, j'ai pas son nom, et Patrick, donc son neveu. Je trouvais ça très mimi, c'est vraiment... Bah, tout le monde est mort, il y a plus que nous, donc faut qu'on se serre les coudes, et je t'en bon, c'est mimi. Je savais pas que le même de Casey Affleck qui veut se tirer une balle, c'était dans ce film-là. Je m'y attendais pas, du coup, le problème, c'est que c'est pendant la scène la plus triste du film
où on apprend toute son histoire à lui, de ses gosses, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est déprimé, pourquoi il est plus avec sa femme, et en même temps dans le présent où on apprend qu'il va devoir s'occuper de son neveu. Donc c'est une scène hyper déprimante sur fond de musique classique que ça chiale. Au milieu ils me mettent le mème, donc moi j'éclate de rire parce que c'est un mème. Je voyais jamais la fin du mème, moi je voyais que le clic clic boum clic clic, bref. Je voyais pas la fin où en fait tout le monde se jette sur lui pour qu'il arrête et qu'il ne se tue pas, et on entend juste un léger please. En fait le mec il a tellement plus rien qui veut juste mourir, et je suis en mode ce please là où il est en mode pitié, dingue, c'est là où j'ai chialé. C'est sur cette phrase là, ce mot là, que Casey Affleck a eu son Oscar. J'en suis persuadée, hein. Moi c'est ça qui m'a eu, hein. Pouah. J'aime bien la mise en scène du début où on voit son quotidien au travers d'un plan sur une poubelle qui se remplit petit à petit parce que petit à petit il jette des trucs à la poubelle. Donc on voit vraiment le temps qui passe juste à travers ce plan sur une poubelle. Et aussi le dernier plan où c'est la conclusion de l'histoire où avec son neveu ils se retrouvent et ils font ce qu'ils ont toujours fait ensemble, c'est-à-dire de la pêche sur un bateau. Et du coup il y a un dernier plan où cette fois-ci on n'est pas sur la mer en train de les voir de loin comme les autres fois. Là on est avec eux sur le bateau, on les prend de derrière. Et même si ça tangue parce qu'on voit c'est la mer qui tangue, bah, eux ils sont stables parce qu'ils sont ensemble genre. Donc Manchester by the Sea, j'ai mis 3 étoiles. Ok la team, là on arrive à la Palme d'Or 2025, que j'ai eu la chance de voir en avant-première grâce au BFF du ciné et à Allociné avec Jafar Panahi, donc le réalisateur, en guest. Merci beaucoup la team, c'était super. En gros l'histoire c'est plusieurs personnes qui ont été emprisonnées par le régime totalitaire iranien qui vont retrouver le bourreau qui les a torturés pendant plusieurs années dans la prison. Et ils étaient évidemment masqués, du coup ils avaient que l'ouïe. Et en fait, leur bourreau, il a une prothèse à la jambe qui couine un peu et du coup, ils ont reconnu ce bruit-là. Ils ont retrouvé ce bourreau, mais ils savent pas trop quoi en faire et surtout, est-ce que c'est vraiment lui? Parce que vu qu'ils l'ont pas vu, ils ont quand même un petit doute, forcément. Donc le film. Tout le début, j'étais très confuse parce que je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas où on allait et comme j'ai pas une super culture de tout ce qui se passe en Iran, j'ai l'impression qu'il me manquait des infos. Donc pendant les 15 premières minutes à peu près, j'étais un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce film? Mais au début, le premier plan, c'est un plan séquence dans une voiture où la caméra est sur le capot de la voiture, elle filme l'intérieur et à un moment donné le mec sort et dit en fait là c'est bien fait. La caméra elle se décolle du capot, elle le suit, elle fait le tour de la voiture et elle se recolle sur le capot à l'avant et ils repartent en voiture. J'étais en mode c'est sympa ça. Il y a beaucoup de plans séquences dans ce film où juste la caméra elle bouge pas ou très peu et c'est les acteurs qui font tout quoi. Notamment la super scène dans le désert qui est l'affiche du film aussi, c'est la même scène où c'est un plan séquence qui dure très longtemps et où la caméra bouge très peu, elle slide un peu à gauche à droite, c'est tout. Et là, t'as les acteurs qui jouent et t'as l'impression de regarder du théâtre en fait. Tu sais exactement où ils sont positionnés, tu pourrais le voir sur scène exactement. Les acteurs ils jouent et ils jouent bien alors qu'en plus le réalisateur avait dit que c'était que des acteurs non professionnels à la base. Et oh là là, cette scène est super et chacun parle et chacun bouge et chacun prend tout l'espace que la caméra leur laisse et plus parce qu'il y en a qui sont hors champ des fois. Cette scène là est super super top. On a une panoplie de personnages qui ont tous vécu la même chose mais qui l'ont tous vécu différemment évidemment. Et c'est assez bien parce que ça se voit que tous ont essayé de faire le deuil de cette période là de leur vie. Mais ils en sont tous à des périodes très différentes. Chacun représente un petit peu une étape du deuil. Il y en a un qui est encore très énervé, il y en a une qui a pardonné, il y en a une qui est dans le déni, qui vont chacun du coup vouloir leur mot à dire dans ce qui arrive à leur bourreau. Ce qui donne du coup la dernière scène où ils parlent avec le bourreau, qui est très prenante, tournée en plan séquence encore une fois, centrée que sur le bourreau, très très belle scène aussi. Quand le réal répondait aux questions que les gens lui posaient dans la salle, on lui avait posé une question, je sais pas, sur ça fait quoi de faire un film politique, enfin un truc à la con. Et il a dit, moi je veux faire des films sociaux et pas des films politiques, parce que je veux faire des films sur la beauté de l'humanité et pas sur c'est comme ça qu'il faut penser. Parce que je pense que pour lui, les films politiques sont forcément des films de propagande, alors que non, parce que tous les films sont politiques d'une certaine manière. Je vois ce qu'il veut dire en mode, moi je veux faire des films sur l'humanité et pas sur la cruauté. Overall, le film a quelques longueurs. Au début, quand tu comprends pas ce qui se passe, et au milieu, il y a un moment où t'es en mode bon, passe à autre chose, genre. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Il y a de l'humour, ils se veulent un peu comédie. Il y a quelques blagues qui sont marrantes et des situations, mais c'est pas. C'est pas une comédie, quoi. Comme ils essayent de le vendre, je trouve. Mais ce qu'il a fait, ça fonctionne bien. Moi, j'ai mis 3 étoiles et demie. Je suis pas sûre que je lui aurais donné la Palme d'Or, qui m'a demandé déjà. En fait, j'avais l'impression de voir une pièce de théâtre au cinéma. Ensuite, avec mon frère, on a vu Winter Break, The Holdovers, en anglais.
Il est sorti il y a 2 ans, je crois. J'en avais entendu parler parce qu'il était nommé aux Oscars, mais j'en avais pas du tout entendu parler sinon le reste de l'année. Mais du coup, là, c'est pareil, c'est Netflix qui disait ça part le 2 octobre ou quoi, donc j'étais en mode je vais le voir. Et en plus, j'étais en Bourgogne, dans le grand salon de la maison de mes grands-parents, avec le feu, la cheminée. C'était super cosy, c'était l'occasion parfaite de voir ce film en fait. Ça m'a plu, tout simplement, je sais pas quoi vous dire. Les personnages sont super, ils sont touchants tous. Leur relation est super. Elles sont touchantes, toutes. Le perso d'Angus, il est super. En plus, j'aime bien l'acteur Dominique Sessa, je trouve qu'il est trop marrant. J'ai très hâte de le voir dans Insaisissable 3. D'ailleurs, sur Dominique Sessa, quand le film a commencé là, quand il parlait, j'avais l'impression d'entendre un autre acteur. Et j'arrive pas à me rappeler de qui c'est. Donc s'il vous fait penser à quelqu'un quand il parle, dites-moi qui, pitié, genre. Parce qu'il a la même voix qu'un autre acteur. J'en suis persuadée. En termes de mise en scène, quand il y avait Angus et Paul dans le même plan, il était comme coupé en deux. Et le côté de Angus était toujours coloré, alors que le côté de Paul était toujours plus gris. Mais à la fois, la couleur était toujours derrière Angus, parce que je pense que il se rend pas compte en fait qu'il a plein de choses à vivre encore, alors que Paul maintenant il est vieux et il sait que lui, bon, c'est un peu fini. No offense. Et que la seule chose, pas la seule chose, mais une des choses qu'il peut faire, c'est de aider Angus à voir la couleur qu'il y a dans sa vie. Et du coup, ça, c'était une belle manière de montrer la différence entre les deux. J'aime trop le fait de voir petit à petit la relation entre les personnages qui devient meilleure. Au lieu de nous dire je me suis vachement rapproché du prof, ils vont nous montrer vraiment comment il s'est rapproché du prof. Au départ, il l'appelle toujours Monsieur Tully et à la fin, il finit par l'appeler Angus par son prénom. First name basis. Toutes ces vacances de Noël là, c'est un peu une quête pour Angus de retrouver son daron. Et en fait, il trouve un peu son daron dans le prof, quoi. Il trouve un peu une sorte de famille qui l'accepte vraiment dans le prof et dans la cuisinière. Comme la scène du repas de Noël où il dit j'ai jamais eu un repas familial comme ça. Je veux dire un repas trop mimi. Et un autre truc qui est trop mimi, c'est au tout début, du coup, il n'y a pas que lui qui est bloqué à l'école, il y a 4 autres enfants. Il y a un fils de riche et qui dit non mais mon père va venir me chercher, c'est sûr. Et son père vient le chercher et il dit est-ce que les gars vous voulez venir faire du ski avec moi du coup? Et tout le monde dit oui évidemment, mais je suis en mode putain c'est trop mimi parce que le mec il connaît pas vraiment ces gens, surtout qu'il y a 2 gamins de 12 ans, ils sont pas dans sa classe quoi. Et pourtant il leur a quand même dit venez faire du ski avec moi, ça va être super. Et je suis en mode c'est trop mimi. Je suis contente de l'avoir vu. C'est réconfortant, c'est un film de Noël réconfortant. Ok, j'ai mis 4 étoiles, mais je pense que 3,5 ça suffira. Parce qu'il est pas au niveau des autres trucs où j'ai mis 4 étoiles, je pense. 3,5 c'est une super note en fait. Donc on arrive sur le dernier film déjà. Le dernier film que j'ai vu au mois de septembre, c'est Une bataille après l'autre. C'était le premier film de Paul Thomas Anderson que je voyais. Et il dure quand même presque 3 heures. Du coup au départ quand on m'a dit ça, j'étais en mode oh purée, ça va trop me faire chier. Et non. Je les ai pratiquement pas vus passer. Dès que j'étais en mode ok là ça commence à être un peu long, et boum, que le film il me rattrape, qu'il me dit t'inquiète on y va, je t'amène. Donc le rythme était super. L'intro elle doit durer 20 minutes, je sais pas, toute l'introduction pour comprendre tous les personnages et comprendre tout ce qui est en jeu pour la fuite / course-poursuite d'après. Et en fait le film est super marrant. C'est-à-dire que j'ai fait que rire. Sean Penn est vraiment hyper impressionnant dans ce film. Si j'ai déjà vu des films avec Sean Penn, il m'avait vraiment pas marqué, mais là, il m'a marqué de ouf. Je pense que c'est le personnage que les gens retiendront le plus parce que il a une physicalité qui est dingue, il contrôle tout son corps. Je sais pas s'ils l'ont rétréci ou quoi, mais là ça fait vraiment le petit mec hyper bodybuildé, mais avec des muscles vraiment arrondis genre. Et la manière dont il marche, où il boite un peu et il est hyper droit comme un militaire. Même s'il joue le cliché d'un chef militaire, et le perso est hyper singulier parce qu'il lui a créé une démarche, il lui a créé des mimiques où juste il est en mode hilarant. Et c'est hyper impressionnant. Ça m'a fait plaisir de voir Leonardo DiCaprio dans un truc vraiment comique parce qu'en fait il est hyper drôle. Il fait très bien un truc comique. Donc c'est pas un film comique à la base, c'est quand même une sorte de tragédie, je sais pas quoi. Les scènes où il est au téléphone avec le mec et qui veut pas lui donner la réponse, hilarant. Les scènes avec Benicio del Toro, qui est vraiment juste là pour être marrant, hilarant, vraiment hyper drôle. L'actrice qui joue la fille Chase Infinity, elle est hyper belle. Elle devrait faire des films d'action, je pense. Parce qu'elle le fait super bien. Et moi, je la vois bien faire des films d'action plus tard, genre où elle se bat. Et celle qui joue sa mère, là, par contre, j'ai pas le prénom, je suis désolée. Elle a le même profil que Rihanna. C'est-à-dire qu'au début, on la voit de profil, j'étais en mode Rihanna? What are you doing here? Qui est magnifique d'ailleurs, cette dame. Qu'est-ce qu'elle est belle. Après, c'est vraiment un truc tout con, la team. Mais quand une conversation n'est pas filmée en chant contre chant, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de montrer dans une conversation. Donc montrez-moi
ce que vous voulez dire en plus visuellement quoi. Soit ils sont tous les deux sur le même plan, soit c'est un plan hyper large, soit c'est des plans serrés. C'est tellement plus fluide à la fois dans le fait de voir parce que ça cut pas toutes les 5 secondes et en même temps pour le jeu des acteurs, tu vois que du coup c'est une scène où ils ont eu le temps de sentir le truc à fond qui dure plusieurs dizaines de secondes et t'es en mode waouh, même eux c'est plus fluide, ça rend le truc plus vivant, ça rend le truc plus réel. Pour les acteurs, pour la mise en scène, pour les personnages, pour les spectateurs aussi, tout est mieux. C'est quand même un film sur des révolutionnaires anarchistes. D'ailleurs, ils s'appellent les French 75, France mentioned. On est les révolutionnaires de base en fait, donc forcément ils s'inspirent de nous. Ça se voit que le film est fait par un monsieur qui commence à vieillir quand même et qui se sent un peu dépassé par les nouveautés d'aujourd'hui. Du coup, il y a quelques blagues qu'il fait où t'es en mode boomer genre. Parce que il y a un des amis de la fille, donc de Willa, qui est non-binaire. Et il est en mode faut que je dise quoi il, elle, yel, je veux juste bien faire hein. Mais il le dit un peu d'une manière et du coup ça se voit que ça le saoule un peu et qu'il fait un peu ça pour se moquer. En plus le personnage non binaire c'est le seul qui va balance le numéro de Willa. On peut vraiment pas se fier à elle hein, waouh. Et à un autre moment la scène où il est au téléphone du coup où c'est absolument hilarant, il se moque un peu de son interlocuteur où il dit un truc genre woke de merde ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement ce qu'il dit, je me rappelle pas. Mais on voit qu'il se moque un peu du fait qu'il est hyper woke. Et en gros, il dit purée, à mon époque, c'était pas ça, nana. En mode, l'anarchiste est mieux avant. Bref, je trouve ça trop marrant. Ensuite, on l'a vu dans la grande salle du GC. Et la salle était pleine. Et en fait, j'adore voir un film avec une salle de cinéma pleine. Parce que tout le monde dans la salle ressent la même chose que toi. Et t'es là en mode, purée. On est tous là en train d'expériencer ce film pour la première fois. Et c'est beau en fait, parce que tout le monde éclate de rire en même temps, tout le monde commence à pleurer en même temps, tout le monde a un de choc en même temps. Ça c'était pareil pour Sirat, quand il y a eu un premier effet choc, où tout le monde a fait en même temps, toute la salle qui gaspe. Hilarant, j'adore quand les salles de cinéma sont pleines. Voilà, aller au cinéma c'est beau. Une des dernières scènes de course-poursuite, elle est absolument dingue. En gros, il y a 3 voitures qui se suivent à la fin, et ils mettent la caméra sur la voiture mais au ras du sol. Et c'est dans le désert américain. Et il y a beaucoup de collines qui font ça. Et du coup, la caméra, elle est comme ça. Et à chaque fois que tu remontes, tu te dis, il va y avoir un truc là. Ah non. Là, il va y avoir un truc. Ah non. Et en fait, à chaque fois, tu sais qu'il va finir par arriver quelque chose. Et tu sais jamais quoi ni quand. Et du coup, c'est hyper thrilling. Ça, c'est vraiment pour le coup comme dans le court-métrage type jeu vidéo de Shining qu'il y a sur YouTube. Où tu es le petit et tu roules dans les rues de l'hôtel et tu sais qu'au bout d'un moment tu vas finir par tomber sur un truc mais tu sais jamais quand et juste la musique monte et ça te prend comme ça et tu te dis quand est-ce que je vais avoir peur et quand est-ce que je vais voir ce truc. Et là c'est un peu ça, c'est la pression qui monte et l'appréhension de tu vas voir quelque chose arriver. Cette scène était vraiment bien et le film était vraiment bien aussi, enfin je me suis régalée quoi. J'ai mis 4 étoiles. Comme quoi c'était quand même un bon mois parce que à part Connemara, mais on n'en parle pas, il y a eu que des bons films. Je veux dire que j'ai mis beaucoup de 4 étoiles, étonnamment, et même des 3,5. Enfin, je me suis régalée, quoi. Donc, c'était un bon mois de cinéma. En plus, j'ai vu beaucoup de films. Là, par exemple, j'ai vu 2 films en octobre. Le max, c'est 2,5, quoi. Donc, c'est quand même pas... C'est pas un bon départ. Mais bon, on va pas laisser ça nous avoir, hein, la team, vous inquiétez pas. Donc, voilà tous les films que j'ai vus au mois de septembre. Mon film préféré... C'est vraiment dur, je pense que j'hésite entre mes 3 qui sont à 4 étoiles, c'est-à-dire Exit 8, Sirat et Une bataille après l'autre. Bah voilà la team. Merci d'avoir écouté papoter des films de ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, à aller voir mon vlog de la Turquie et à vous abonner à mon Insta, je sais pas, à mon Letterboxd. Et voilà quoi. Bisous. Allez au cinéma.